Voyons à présent les traités des communautés européennes et de l'Union européenne. La succession des traités de 1952 à 2009 témoigne de la construction progressive de l'Union européenne. Elle s'est faite pas à pas. Voyons-les successivement. En 1951 est signé le premier traité des communautés européennes, celui du charbon et de l'acier, la CECA, entré en vigueur l'année suivante, en 1952. À noter à l'article 7 du traité la création de 4 institutions, à savoir une haute autorité, assistée d'un comité consultatif, une assemblée commune, dénommée l'Assemblée, un conseil spécial de ministres, dénommé le Conseil, une cour de justice, dénommée la Cour. Or, ces 4 institutions, à quelques variations près de dénomination, notamment pour la Commission européenne et le Parlement européen, ont perduré jusqu'à nos jours, c'est-à-dire pendant 70 ans, ce qui est un signe incontestable de continuité et de stabilité institutionnelle. Les 2 traités de Rome, signés en 1957 et entrés en vigueur en 1958, la Communauté économique européenne, la CEE, et la Communauté européenne de l'énergie atomique, Euratom, donnent une nouvelle dimension à l'intégration des 6 pays fondateurs. La CEE, en particulier, connaîtra un essor remarquable, dont l'empreinte persiste jusqu'à aujourd'hui. En effet, au-delà de la simple communauté économique, le traité portait en lui-même les germes d'une intégration plus poussée au travers des politiques communes, dont les champs d'action se sont considérablement élargis au fil du temps, et l'acte unique européen l'a complété en 1987. Le traité sur l'Union européenne, dit traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993, est classiquement décrit en 3 piliers. La communauté européenne, rassemblant les textes des 3 communautés antérieures, CECA, CEE, Euratom, la politique étrangère et de sécurité commune, la PESC, la justice et les affaires intérieures, JAI. Pour la première fois, les domaines éminemment régaliens tels que la diplomatie, la défense, la justice et la police entrent dans les traités européens. Une réserve toutefois. Pour la PESC et JAI, la règle, sauf exception, demeure l'unanimité, ce qui revient à réserver de fait à chaque État membre un droit de veto. Certains l'ont décrit comme une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, avec des compétences étendues pour l'Union, ou au contraire, des souverainetés nationales préservées. Les traités d'Amsterdam et de Nice ont contribué en particulier à la création d'un haut représentant pour la politique étrangère, 2 mandats de 5 ans pour Javier Solana de 1999 à 2009, et à la mise à jour des procédures de vote au Conseil en 2003, avant le grand élargissement de 2004. Le dernier grand traité européen est celui de Lisbonne, entré en vigueur le 1er décembre 2009. C'est un succédané du traité avorté pour une constitution de l'Europe. Il comporte notamment des dispositions en matière diplomatique. La Charte européenne des droits fondamentaux est une déclaration initialement adoptée le 7 décembre 2000 par l'Union européenne, qui sera mise en œuvre par le traité de Nice en 2003, mais c'est le traité de Lisbonne qui lui donne une valeur juridiquement contraignante en 2009 par sa mention à l'article 6. Néanmoins, la Pologne et la République tchèque se voient accorder une dérogation qui n'est pas une option de retrait, mais une précision concernant certains domaines sociaux. Le texte comprend 54 articles, précédés d'un bref préambule. Les droits sont regroupés en 6 grands chapitres: dignité, liberté, égalité, solidarité, citoyenneté, justice. La Cour de justice de l'Union européenne se réfère ainsi à maintes reprises à la Charte, qui constitue aussi une règle interne au Parlement européen.
C'est une charte relative au droit européen. En effet, l'article 51, alinéa 1er, précise que les dispositions de la présente charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité. Pour les États membres, la charte ne s'impose à eux que lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Elle s'applique aux 3 piliers européens. Enfin, l'article 52 précise: dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou aux besoins de protection des droits et libertés d'autrui. Bien, passons à présent aux questions. Le changement de dénomination de l'exécutif passant de haute autorité à commission a-t-il une simple signification de communication? Sur la forme, une commission est une dénomination banale qui n'a pas été dans une commission des élèves, des parents d'élèves, d'experts. On dit aussi des comités, ou comme le disait le général de Gaulle à Orange le 25 mai 1963, des comités Théodule. Sur le fond, les États membres ont accepté une haute autorité pour la CECA car ses compétences étaient bien circonscrites. Ce n'était pas le cas pour la CE. À noter ainsi l'ordre de préséance protocolaire. Dans la CECA, la haute autorité est en tête. Dans la CEE, la Commission passe après l'Assemblée et le Conseil. Le traité de Maastricht est-il finalement plutôt une avancée ou un recul dans la construction européenne? Cela dépend du point de vue auquel on se place. Pour les eurosceptiques, ce traité semble un succès car il maintient le droit de veto pour les États membres, mais il est un revers car il introduit des domaines régaliens dans les compétences de l'Union. Pour les europhiles, c'est l'inverse. Ce traité permet d'introduire la diplomatie, la défense, la justice, la police dans les domaines de compétences de l'Union, mais en revanche, le caractère intergouvernemental des prises de décision est un recul. Tout est donc une question de perspective. Que peut-il se passer si un pays au sein de l'Union européenne ne respecte pas l'état de droit, hormis une part médiatique? Formellement, le traité sur l'Union européenne, à son article 7, mentionne la violation grave et persistante d'un État membre des valeurs de l'Union. Problème, l'unanimité des autres États membres est requise au Conseil européen. Conséquence, il suffit d'un seul allié à l'État membre incriminé pour bloquer le processus. C'est la raison pour laquelle cette procédure n'est jamais parvenue à son terme jusqu'à ce jour, à savoir par exemple la suspension du droit de vote au Conseil. Que signifie le principe de subsidiarité dans la mise en œuvre de la Charte européenne des droits fondamentaux? La Charte ne s'adresse qu'aux institutions et organes de l'Union. En réalité, la subsidiarité est un principe plus large, posé par l'article 5 du traité sur l'Union européenne, à savoir l'Union européenne intervient seulement si les objectifs ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres. Ce principe est complété par celui de la proportionnalité. L'action de l'Union européenne ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.